Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play. Et non pas pour la suite de notre campagne aujourd'hui, le pont oblige, le pont du 8 mai, pas mal d'absents. Et du coup aujourd'hui, je suis avec Flo. Salut Flo. Salut! Et Flo Est-ce qui que va tu vas m'accompagner. bien? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Oui, oui, oui. Oui, comme tu le dis, c'est le pont, donc tout va bien. Tout va bien. Et du coup, Flo va m'accompagner ce soir pour une petite découverte sur la chaîne. On va donc découvrir ensemble, enfin, en tout cas, je vais faire découvrir à Flo un jeu de rôle sur lequel j'ai un petit peu travaillé ces derniers temps. Voilà, pour vous faire découvrir un petit peu tout ça. Et ce sera aussi l'occasion de vous parler du Patreon de Tropical Play. Hop, on bascule là-dessus. Vous trouverez l'adresse du Patreon en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. Notre Patreon, qu'est-ce qu'il propose? Il propose déjà pas mal de ressources liées à Ayan, hein, la campagne qu'on joue, notamment la map, personnages pré-tirés, euh, le guide du joueur aussi, vous pourrez trouver beaucoup d'informations, des battle maps, enfin voilà, des petites choses qui vont être ajoutées également au fur et à mesure, hein. Je vais continuer de l'alimenter régulièrement pour vous permettre vous aussi d'avoir voilà, accès à ce genre de choses, à du lore, à pas mal de choses pour pouvoir jouer vous aussi dans l'univers d'Ayan si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est totalement gratuit. Il y a une fonction abonnement payante, mais c'est voilà, on a fait le choix de mettre une bonne partie des ressources de manière gratuite, donc voilà, ça ne vous coûte rien, vous avez juste à aller télécharger les choses qui sont mises en lien, notamment le manuel du joueur hein, qui est en accès libre, que vous pouvez télécharger, et ensuite, bah, si vous le souhaitez et que vous en avez les moyens, vous pouvez soutenir notre travail, soutenir la chaîne en vous abonnant au Patreon, c'est 4 euros par mois. Et donc, bah, vous soutenez la chaîne et surtout, vous avez accès du coup à des ressources supplémentaires, à du contenu exclusif. Il y a pas mal de choses, notamment ce qu'on va voir aujourd'hui qui sera aussi à terme ajouté au Patreon. Voilà pour le petit moment pub et on va directement passer au vif du sujet. Et on va passer sur le manuel du joueur, du coup, Flo, de ce jeu de rôle qui s'appelle Éclosion. Je vais en dire quelques mots hein, pour présenter un petit peu, comme ça vous donnera un petit peu un aperçu. C'est un jeu de rôle. Voilà, ça fait un moment que j'avais envie forcément de travailler sur mon propre jeu de rôle, hein. C'est vraiment quelque chose qui me passionne de créer. Vous avez peut-être pu le voir avec Ayan, qui est un univers, même si on reste dans du Donjon et Dragon, un univers nouveau avec pas mal de choses. Et avec l'expérience, je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer un jeu qui me ressemble un petit peu plus et aussi sur lequel je pouvais amener des mécaniques de jeu et des choses, enfin voilà, essayer de gommer les petites choses que j'aimais moins dans certains types de jeux et pouvoir essayer de prendre le meilleur un peu de partout, de l'amener là-dedans pour pouvoir donner un système de jeu assez sympa et qui laisse encore une fois la part belle au roleplay parce que je trouve, et on s'en rend compte dans Ayan, c'est quand même un truc vraiment chouette une fois qu'on a un groupe qui tourne bien, c'est cool d'avoir la place pour du roleplay et du coup Éclosion a été pensé aussi pour ça, laisser de la place aux joueurs, de la latitude pour pouvoir vraiment faire ce qu'ils veulent de leur personnage un petit peu. Du coup Flo, est-ce que tu as eu le temps un petit peu de jeter un petit coup d'œil? J'ai survolé un petit peu, oui, le manuel du joueur. Je suis quand même assez étonné enfin, pas étonné, mais de voir le système de jeu. Parce que là, vraiment, on part sur quelque chose. Il n'y a pas de D20. Ouais, ouais, je sais, vous êtes vous les amoureux du D20. Alors en fait, justement, c'est une des choses alors, qui amène des trucs sympas dans Donjons et Dragons. On va en parler un petit peu, mais effectivement, bon, ce que vous voyez à l'écran, hein, c'est vraiment une version, on va dire, intermédiaire, hein, c'est une version de travail. Donc on va passer voilà, sur la page du principe de jeu, en page 6. Effectivement, donc ce que je dis, c'est que vraiment, voilà, moi j'ai envie d'axer aussi ce jeu sur du roleplay, de la narration et tout ça. Mais aussi, voilà, enfin. Il est très permissif parce qu'il permet au groupe de joueurs qu'il souhaite de vraiment optimiser et vraiment aller très finement dans le système de combat. Mais effectivement, c'est un jeu qui se joue quasiment exclusivement, en tout cas pour la plupart des jeux, avec le D6, enfin plusieurs D6. Euh, c'est un des défauts qui peut amener des situations rigolotes, mais une des choses qu'on peut reprocher à Donjons et Dragons parfois, c'est qu'un personnage, même étant très très fort dans une caractéristique, dans une compétence, il peut parfois rater un jet. On le sait, je, je pense que on en a eu la preuve, hein,
des personnages qui sont beaucoup plus forts, hein. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, Flo, mais des personnages qui sont beaucoup plus forts que d'autres et qui se font rétamer au bras de fer 5 fois de suite. C'est ce que permet Donjons et Dragons. Oui, Non. c'est rigolo, mais c'est vrai que dans certaines situations, des fois, ça peut être frustrant qu'un joueur ait un personnage qui soit très fort dans une compétence et qui fasse des échecs. Et c'est vrai que le D20 apporte beaucoup d'aléatoires là-dessus. Alors là, techniquement, pour reprendre l'exemple que tu as dit, c'était surtout frustrant pour Boindil. Nous, tout le reste de la bande, ça nous a bien fait rire. Voilà, non, mais de toute façon, on peut pas tout avoir forcément. Avoir fait ce choix-là, des fois, ça peut. Bon, il y a quand même possibilité de rater, hein, on va le voir, parce j'ai voulu laisser une part quand même d'aléatoire, mais un peu plus contrôlé. Alors, en gros, quand vous lancez des D6 en fonction des jets, on y reviendra après, mais quand un D6 est lancé, un 5 ou un 6 sur le dé est égal à un succès. Et ensuite, on comptera le nombre de succès, comparé soit à la difficulté qui était prévue, soit au jet adverse, pour voir si l'action réussit ou pas. Et du coup, je trouvais ça un peu. Donc, il peut toujours y avoir de la malchance, hein. Tu peux très bien lancer 8 dés et faire 0 succès. Mais je trouve que ça gomme un petit peu tout en gardant. Enfin voilà, je trouvais que c'était un équilibre intéressant. J'ai fait pas mal de tests. Je trouve que l'équilibre est intéressant et du coup, ta moyenne est un petit peu plus lissée. Enfin voilà, il y a moins de, comment dire, de variance sur tout ça. Ça me Euh, fait penser quand même au système de jeu qu'il y a eu. Je sais pas si tu avais vu, toi, ces streams-là. C'est de JDG quand il avait fait un jeu de rôle avec le logiciel Telspire, où Ça me dit rien, en mais fait, ça s'appelle la course à l'audimat. d'accord. En fait, pour réussir leurs actions ou autres, les joueurs devaient faire un 6, mais ils devaient lancer ouais, tant de dés, un peu le même Ok. système. C'est ça. Donc là, en C'est gros, ça. bah, Ce qui a donné quand même des trucs assez hallucinants. Je te laisse aller voir la vidéo, yes. mais on va Mais dire que le barbare du groupe, c'est un peu le Boindil aussi. Hein. je me suis un peu inspiré d'un jeu, par exemple, qui s'appelle Shadowrun Anarchy, que j'aime bien, même si c'est pas exactement le même système, mais pareil, qui se base avec des lancers de D6, des nombres de succès, etc. Je trouvais intéressant le principe, ça change un petit peu du D20, effectivement. Ça peut permettre aussi à des gens bah, voilà, qui n'ont pas forcément des D20 sous la main de jouer. Enfin, voilà, c'était pour essayer un petit peu d'amener voilà, une expérience différente. Et c'est toujours satisfaisant de lancer plein de dés quand ton personnage est au niveau. Donc ça peut être rigolo. On va descendre un petit peu si on parle un petit peu du système de jeu pour approfondir un peu. Ce sera dans les dernières pages. Ouais, dans les règles du jeu, donc à partir de la page 27. C'est là où je détaille un petit peu et je donne des exemples sur comment se passe un jet d'attaque, etc., etc. Euh, En gros, donc c'est pareil, le jeu est beaucoup basé sur la magie. Tous les personnages ont accès à un type de magie différent qui sera choisi. On en parlera un petit peu après avec le lore, mais dans le manuel du joueur, là pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de lore. C'est vraiment pour l'instant accès assez technique. Mais du coup, je vais pouvoir vous présenter la carte aussi après. Euh, mais en gros, toutes les armes ont des caractéristiques associées. Je sais pas si tu as pu voir un peu sur la liste des armes, mais en gros, par exemple, J'ai vu. donc en fait, ça se base sur les caractéristiques principales, et donc c'est par rapport au style de combat de l'arme. Par exemple, une épée courte, ses caractéristiques, c'est 2 d'agilité, 1 de force. Donc en gros, c'est un peu le maniement de l'épée courte est basé un peu sur la force et un peu plus sur l'agilité. Et donc en gros, quand tu vas faire un jet d'attaque avec ton épée courte, tu jetteras un nombre de D6 égal à 2 fois ton score d'agilité, donc ta caractéristique agilité, et une fois ta caractéristique force. Donc si tu as un personnage qui est assez agile, enfin voilà, du coup, c'est aussi intéressant de s'équiper en fonction des forces et des faiblesses du coup de ton personnage, enfin du style de jeu que tu as envie de donner. Donc il y a la place pour vraiment optimiser et faire du theory craft et tout, mais en même temps, ça laisse aussi la liberté de pouvoir vraiment faire du roleplay et de jouer un perso qui est pas forcément opti, mais voilà, qui plaît. Et donc, dans l'exemple que je donne, par exemple, si tu as un personnage qui a 2 en force et 2 en agilité, tu lanceras donc 5 d 6 2 fois 2 pour l'agilité et une et non, je dis une bêtise, 6 d 6 en plus, il y a une faute, il y a une coquille, bah tiens ça.
Ça tombe bien, ça me fera l'occasion de corriger. Donc du coup, tu jettes 6d6, puisque 2 fois 2 et 1 fois 2. Et donc tu jettes, et tu comptes le nombre de 5 et 6 que tu vas faire sur tes dés. Là, dans l'exemple, on fait 3 succès. Et tu compares au jet de défense de l'adversaire. Et si l'adversaire fait autant ou moins de succès que toi, donc si tu fais autant ou plus de succès que lui, tu touches. Donc c'est ce qui fait que tu vas toucher avec ton arme, ou avec une attaque magique, ce sera le même principe. Mais l'attaque magique, du coup, ce sera en fonction de ton esprit. Et ensuite, et c'est là où je trouvais ça intéressant, c'est que du coup, chaque arme a son dégât flat, qui peut être augmenté aussi après si tu la tiens à une main ou à deux mains, qui peut être augmenté par la qualité de l'arme, si tu as une arme plus 1, etc., etc., avec les raretés d'équipement. Et je voulais aussi qu'il y ait une part de ta réussite au dé influe. Donc par exemple, si tu dépasses de beaucoup le score adverse, en fait, la différence qu'il y a entre ton score et le score adverse est ajoutée aux dégâts. Donc là, typiquement, sur l'exemple, tu fais 3 succès, ton adversaire fait un succès sur sa défense, tu le bats de 2, donc tu fais les dégâts flat de ton arme plus 2. Ce qui du coup permet aussi de niveler pas mal. Donc si t'affrontes des personnages plus faibles, déjà ils vont jeter moins de dés que toi pour se défendre. Donc t'as déjà une chance de toucher plus facilement, plus de faire une différence. Enfin voilà. À voir ce que ça donnerait dans les plus hauts niveaux. J'ai pas encore fait de test d'équilibrage, etc. Mais je trouve le système. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un peu plus de matière que juste tu touches pas. Voilà, il y a une notion de si tu as un peu de chance au dé, potentiellement. Parce que tu vois, par exemple, là, typiquement dans Ayan, si Fayan Anma il fait un 19 pour toucher qui touche, ou un 15 pour toucher sa touche, tu vas faire potentiellement autant de dégâts. Oui, Que là, du coup, oui, la oui. différence de succès qu'il va y avoir avec l'adversaire, tu vois, si c'est très mal défendu, bah tu vas pas juste le toucher, tu vas le toucher et lui faire beaucoup de dégâts, tu vois. Si toi tu as fait une Bah, bonne touche. Donc ça apporte un petit peu oui, de. c'est un peu plus RP, oui, justement. Et ça, je trouve que ça peut amener du RP dans les phases de combat, justement. Ouais, bah puis dans la description, tu vois, c'est pas juste tu touches, ça peut être tu réussis particulièrement bien ton mouvement d'attaque, tu fais beaucoup de succès sur tes dés. L'adversaire, en fonction de s'il se défend très bien ou pas, tu vois, il n'y a pas juste un jet de D20 qui est un peu plus aléatoire avec des bonus. Là, c'est. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai. Bon, après, toujours, faudra passer par des phases de test et peut-être que je me rendrai compte qu'à certains niveaux, tu vois, il y a des déséquilibres et tout ça, mais. À première vue, ça me paraissait pas mal cette idée. Donc voilà, j'ai pioché un peu dans des choses que j'ai déjà vues, etc. pour essayer voilà, de prendre le meilleur de différents jeux que j'ai pu voir. Euh, Il y a encore beaucoup de bases qui ressemblent à Donjons et Dragons, hein, tu le verras sur d'autres choses, mais il y a pas mal que ce soit sur la fiche de perso, il y a pas mal de choses qui ressemblent parce que pour moi, ça reste quand même un super jeu, Donjons et Dragons. Et du coup, voilà, j'ai essayé d'apporter un petit peu d'autres choses. Et donc, du coup, pour se défendre, c'est le même principe que pour attaquer. Pour se défendre, la différence qu'il y a avec, par exemple, Donjons et Dragons, hein, pour reprendre l'exemple le plus connu, c'est que tu as plusieurs possibilités pour te défendre dans le jeu. En gros, suivant tes capacités, tes équipements, tu as des différents points de défense. Donc, tu peux avoir des points d'esquive, des points de blocage ou des points de parade. Et donc à chaque fois que tu veux te défendre contre un ennemi, tu utilises un de ces points et tu récupères l'ensemble de ces points-là en début de ton tour de jeu. Donc en gros, tu vois, quand c'est en dehors de ton tour que tu te fais attaquer, après c'est à toi de juger est-ce que cette attaque-là est vraiment dangereuse, est-ce que ça vaut le coup que je dépense ce point-là ou ce point-là. Sachant que le blocage ne peut pas être fait sur des. Enfin, une attaque d'un sort ne peut être que esquivée. Ensuite, une attaque à distance ne peut pas être parée, elle ne peut être que bloquée ou esquivée, et une attaque physique au corps à corps peut utiliser les trois. En gros, blocage, c'est D'accord. plus bouclier, armure lourde, qui te confère des points de blocage. Esquive, tous les personnages ont un point par défaut, plus tu peux avoir des bonus, des points supplémentaires, diverses capacités et ou équipements. Et la parade, c'est en fonction des armes que tu peux avoir, donc là c'est plutôt du coup pareil avec ton arme. Et suivant les armes, du coup, t'en as qui peuvent te permettre d'avoir un point de parade, d'autres non. Par exemple, avec une dague, tu peux pas trop parer. Avec une épée, un peu plus. Avec une lance, encore un peu plus, etc. On va le voir un petit peu, on va pouvoir le voir un petit peu dans les armes, là, à partir de la page 21. Tu vois les caractéristiques des armes, leurs dégâts. Et du coup, par exemple, une épée longue, elle te permet d'avoir un point de parade. Donc, tu peux parer une attaque. Donc là, c'est une attaque physique au corps à corps. Tu peux parer
en utilisant ton point de parade. Et en plus, tu auras un bonus de plus 1 à ta parade, parce que c'est une épée longue, donc une arme qui est quand même vraiment bien faite pour ça. T'as les Ouais, il y caractéristiques en a deux, liées. trois qui me plaisent bien, là. Et après, encore une fois, c'est Ouais. pareil, tu vois, c'est un système qui est souple. Donc s'il y a des idées d'armes qui sont pas forcément décrites ou expliquées là, bah tu vois, avec le MJ, tu dis, je sais pas, j'ai pensé à tel type d'arme, et le MJ peut facilement, en se référant un peu aux armes qui existent, faire les caractéristiques, les dégâts que ça fait, etc. Tu vois, en fonction. Donc c'est Faut ça pas qui me est dire cool ça, aussi. moi je t'invente toute une armurerie, moi, faut pas me dire ça, Des hein. idées d'armes exotiques. Et donc, pour ce qui est des armures, pareil. Les boucliers et armures, ça laisse pas mal. Je voulais en fait laisser. Je voulais pas reprendre le système de Donjons et Dragons, je trouve assez lourd, tu vois, de disséquer tous les types d'armures, écailles, tout ça. En gros, il y a trois classes d'armures, légères, intermédiaires, lourdes, donc classiques, qui donnent chacune du positif et du négatif, suivant en fonction. Tu vois, par exemple, l'armure lourde te donne un malus d'esquive à tes jets d'esquive, de vitesse, de déplacement. Par contre, tu as un point de blocage, euh, qui a en plus un bonus plus un. Tu réduis les dégâts physiques, mais il faut de la force pour la manier, etc. etc. Et après, du coup, L'armure lourde, c'est pété, hein. bah, Oh la c'est très vache. fort. Après, ça te donne des malus. Et il faut Ouais, déjà je avoir vois. minimum 3 de force. Donc ça veut dire qu'un personnage niveau 1, je crois qu'il n'y a que 2 ethnies qui pourront le faire. On verra après, quand on va faire un peu le tour du lore. Mais du coup, ouais, c'est plus pour des personnages un peu plus haut niveau. Et ouais, ça t'apporte quelques petits malus, forcément, parce que tu as des bonus qui sont importants. Je vois, mais Euh, là, j'imagine bien, tu as un paladin, tu mets un paladin, un pavois, une armure lourde, un pavois plus hmm, une hache. tu peux, ouais. Ah, là, Après, par contre, pour là esquiver, t'es très c'est mauvais. plus des épées qu'il faut, c'est un nouveau. Ouais. Ouais, mais là, t'as plus besoin d'esquiver. Parce que par contre, du coup, ouais, C'est- donc, ce que j'ai pas dit, c'est que donc, du coup, tu as tes différents points de défense que tu peux utiliser suivant ce qui t'arrive. Sachant que un sort, une attaque magique comme ça, un sort, tu peux pas le bloquer. Tu ne peux que l'esquiver. Donc, du coup, quelqu'un en armure lourde avec un pavois, il va être embêté. Il va être plus sensible, plus D'accord. fragile face au sort. Par contre, pour ce qui est de tanker au corps à corps des attaques physiques, là, il va être très fort, tu vois. Enfin voilà, Ouais. j'ai essayé de faire en sorte que tu aies toujours, tu vois, un jeu de peser le pour et le contre et tu peux pas tout avoir. Tu pars des bonus intéressants, mais du coup, en contrepartie, tu as des malus, même pour des personnages qui peuvent être assez forts. Et du coup, ce qui permet aussi d'avoir un peu de stratégie dans la défense, de pas juste bah, tu me touches pas, bah, je dépense un point de blocage sur cette attaque-là parce que je pense que. Parce qu'en gros, du coup, par défaut, ton personnage a un point d'esquive. Donc tu le dépenses quand tu te fais attaquer pour esquiver, et donc tu fais un jet, tu pourras regarder sur la fiche de personnage, c'est par rapport à ton talent esquive. Il y a un talent qui est lié à la caractéristique agilité, qui est l'esquive, et donc c'est un jet d'esquive. Donc si tu as 3 en esquive, tu jettes 3d6 et tu as ton nombre de succès. 3d6 plus le bonus éventuel, par exemple si tu as un bonus plus 1, tu jettes 1d6 en plus. Donc ça, bah, notamment si tu une armure légère par exemple, tu vois, tu vas pouvoir jeter un dé de plus à ton jet d'esquive. Tu comptes les succès, on compte les succès de l'adversaire et on voit si ça touche. Mais du coup, tu as dépensé ton point d'esquive. Si t'as pas d'autres points de défense et que tu te fais réattaquer, ou alors si tu as des points de blocage mais que c'est encore une attaque magique, tu peux pas bloquer une attaque magique, tu peux juste l'esquiver. T'as plus de jetons, entre guillemets, tu vois, de points de blocage à dépenser, parce que ton tour, t'as pas encore récupéré. Bah là, c'est une esquive un peu par défaut, parce qu'en gros, bah, ça veut dire qu'un personnage, tu vois, l'intervalle de son round de 6 secondes, il se fait un peu pilonner s'il se fait attaquer plusieurs fois, donc forcément, bah, il y a une des esquives d'attaque qui sera, enfin, les esquives suivantes qui seront moins efficaces. Et donc là, tu jettes la moitié de tes dés d'esquive, si tu n'as plus de points à dépenser. Et après, si tu as des points de blocage que tu peux dépenser sur une attaque qui peut être bloquée, là, tu jettes, je crois que c'est par rapport à la résilience. Enfin, en gros, il y a un talent, ouais, c'est ça, blocage, c'est la résilience, et la parade, c'est la puissance. Donc c'est en fonction des différentes stats de ton perso. Tu jettes le nombre de D6 en fonction. Donc ça amène un peu de stratégie aussi, même quand c'est pas à ton tour de jouer. Une stratégie un peu de gérer ta défense, entre guillemets. D'accord. Voilà un petit peu. Et Non, donc, non, du coup, je voulais laisser, tu vois, pas mal de latitude, faire trois types d'armures qui ont des malus et bonus fixes, en gros, par classe d'armure, et ensuite, bah, libre à l'imagination du joueur et du MJ pour me dire, bah,
une armure légère en cuir, machin, et après, tu as des objets magiques qui pourront avoir des effets supplémentaires, des choses comme ça. Mais voilà, la base des trois classes d'armure, c'est ça. Voilà un petit C'est- peu pour tout ça. Sinon, après, dans le reste, bah voilà, hein, le principe c'est ça. Tu touches si tu égalises ou tu dépasses le nombre de succès de la défense adverse. Hop, on va peut-être passer sur un petit peu de lore. Donc en gros, donc Éclosion se passe dans le monde d'Eldorea, qui est, hop, on va afficher la map, qui est ce monde-là, qui est un monde où la magie n'existait pas jusqu'il y a encore quelques centaines d'années. Et en gros, c'était comment dire, un monde peuplé uniquement d'humains. Et un jour, il y a quelques centaines d'années, une faille s'est ouverte, celle qu'on voit, le gouffre de Tétaros, ici avec les flammes. Une faille s'est ouverte, en fait, ouvrant une porte sur le monde un petit peu infernal, un monde parallèle, du coup peuplé d'êtres un peu infernaux, qui, en fait, se sont servis du monde d'Eldorea comme point de passage pour ensuite ouvrir une brèche dans les cieux pour attaquer le monde un petit peu divin des habitants de ce monde parallèle qui était au ciel. Et donc Eldorea était un peu le théâtre de cette guerre magique. Et les humains n'y étaient pour rien, mais ont subi un peu tout ça. Et donc la magie s'est déversée dans ce monde grâce à ça, en tout cas par ce biais. Et ce qui a causé du coup des mutations en fait liées à la magie sur les humains. Et donc on va regarder un petit peu les différentes ethnies, puisqu'il y a 10 ethnies désormais qui peuplent le monde. Puisqu'en gros, les humains, une partie des humains qui se trouvaient à divers endroits, en fait, ont muté via cette magie qui s'est déversée et ont adapté des caractéristiques un petit peu liées aux endroits où ils se trouvaient. Bah déjà, du coup, il reste toujours des humains qui sont majoritaires, qui représentent à peu près 55% de la population. Et du coup, les 9 autres peuples représentent à peu près 5% de la population chacun. Donc ça reste quand même majoritairement humain, mais du fait des mutations, et du coup ça va évoluer, parce que c'est un monde du coup dans lequel la magie est assez jeune, ça va se développer. Donc tu as les humains, donc on voit leurs caractéristiques de base, on regardera la fiche des personnages un petit peu tout à l'heure. Donc en gros il y a 6 caractéristiques de base, la force, l'agilité, la vitalité, les sens, pardon, le charisme et l'esprit. Et ensuite de chacune de ces caractéristiques découlent des talents, on en parlera un petit peu tout à l'heure, qui bah, font l'objet de jets un peu à la Donjons et Dragons, et du coup, tu as des talents qui sont associés à chacune des caractéristiques. Et donc, de base, tes talents ont le même nombre de points que tes caractéristiques liées. Donc, si tu as 2 en agilité, bah, tu auras 2 en esquive, tu auras 2 en dextérité, etc. Plus après, il peut y avoir des bonus. Et ça, tu le choisis en fait à chaque montée de niveau. On le verra tout à l'heure dans la progression du perso. Tu ne montes pas forcément tes caractéristiques de base, mais tu peux monter un point de talent. Donc en gros, tu peux très bien avoir 2 en agilité, mais que ton perso soit un peu meilleur en discrétion qu'en esquive, par exemple, et il aura un point de plus en discrétion que tu auras choisi de monter. Et ensuite, à certains paliers de niveau, tu peux monter des caractéristiques carrément directement. Et donc ça te montre tous les talents qui sont liés. Donc tu as cette base de caractéristiques sur le personnage, donc qui est lié à l'ethnie. Donc en gros, c'est vraiment sa constitution même, hein. Un humain est un peu moins fort que certaines autres ethnies qu'on verra après, mais niveau agilité, c'est pas trop mal. Ils n'ont pas d'essence ultra développée, mais niveau charisme et esprit, c'est intéressant. Enfin voilà. Du coup, toutes les stats de base, elles ont été équilibrées un peu entre les différentes ethnies. Tu as une base de PV, du coup, une base de PV par rapport à l'ethnie et une vitesse. Donc ça c'est fixe, c'est lié à ton ethnie que tu choisis. Et après, il y a d'autres petites particularités, notamment les armes de prédilection. L'arme de prédilection, qu'est-ce que ça apporte? Ça t'apporte le fait de pouvoir relancer les 1 quand tu utilises une arme de prédilection liée à ton ethnie. Donc un humain qui manie une épée, quand il fait un jet d'attaque avec son épée, s'il fait des 1, il relance les dés qui sont des 1. Et du coup, ensuite, tu as des armes de prédilection. Ça ne veut pas dire que les autres ethnies ne peuvent pas les utiliser. C'est juste qu'elles n'auront pas ce bonus-là. Et chaque ethnie a une ou plusieurs armes de prédilection. Et donc les humains n'ont pas d'armes ethniques. Et il y a d'autres. Les armes ethniques, en gros, elles ne peuvent être maniées que par
que par l'ethnie concernée. Notamment, par exemple, tu vois, celle qu'on va voir juste après, les Zéphrites, qui sont eux, du coup, plutôt ceux qui viennent du monde un peu infernal, donc des humains qui étaient dans ces alentours-là quand la faille s'est ouverte et qui ont muté euh, à la base en Éphrite et qui, du coup, maintenant perpétuent cette ethnie-là. Eux manient le trident comme arme ethnique et l'arme ethnique compte comme une arme de prédilection. Mais c'est juste que par contre, les autres ethnies ne peuvent. Un humain ne pourra pas manier un trident, par exemple. Il pourra manier une lance, une hallebarde, mais pas un trident. C'est vraiment réservé aux Éphrites. Et en plus de ça, ils ont des armes de prédilection suivantes. Donc N'importe qui c'est maîtrise le pareil. C'est personnage, quoi. vraiment. De quoi? Ah, j'avais deux, trois idées, mais non, du coup, je pourrais pas. Il y avait une arme qui me plaisait beaucoup. Après, rien n'empêche de, tu vois, enfin, c'est pareil. Ça, il y a pas mal de latitude qui est laissée. Le but, c'était d'apporter un peu de, tu vois, une petite touche de personnalisation et un peu de spécifique à chacune des ethnies et tout, tu vois, qu'ils aient leur identité. Mais après, ça, enfin voilà, ça ferme pas non plus la porte à dire, à créer une arme qui n'existe pas forcément dans la liste, lui donner des stats cohérentes et voilà. Lié à l'histoire de ton perso, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. On parle rapidement des capacités. En gros, donc je le disais, on en parlera juste après. Ton personnage, donc, en gros, tu choisiras son ethnie. Il y a deux choses à choisir, son ethnie et son éclosion. D'où le nom du jeu. En fait, en gros, depuis que la magie s'est déversée dans le monde, certaines personnes, ce qu'on appelle écloses, c'est-à-dire qu'à un certain âge, en fait, arrivé à l'âge de 10 ans, il y a une partie de la population qui est concernée. Donc ça arrive pas à tout le monde, mais du coup, les gens qui ont vraiment été qui sont, comment dire, réactifs à la magie, vont éclore et maîtriser un type de magie qui est parmi les 10 qu'on va découvrir après, donc que tu choisis à la création de ton personnage, que tu as dès le niveau 1, et qui va définir vraiment la magie que tu maîtrises. Et donc, on le D'accord. verra un petit peu. Tu as des sorts. Donc, tu as un passif, un sort passif qui est lié à, à cette éclosion. Tu pourras en acquérir d'autres en montant des niveaux, etc. Mais tu as un sort passif et des sorts actifs dans lesquels il faut que tu choisisses ceux que tu apprends, entre guillemets. Donc ça veut dire que toutes les combinaisons sont possibles. Là, par contre, il n'y a pas d'interdiction de combinaison entre les différentes ethnies et les différentes éclosions. Ce qui fait que ton personnage, du coup, il a une particularité, mais il n'est pas singulier dans le monde. Ça veut dire qu'il y a je sais pas, je n'ai pas forcément encore décidé la proportion, mais en gros, c'est une certaine proportion de la population qui éclot, donc à l'âge de 10 ans, et maîtrise de la magie. Pas tout le monde, mais c'est pas non plus, tu vois, 1%. Ça sera, j'ai pas encore mis vraiment sur papier le chiffre, mais ce sera quand même une part non négligeable. Voilà. Et donc après, quand tu montes des niveaux, donc quand en gros ton personnage progresse, tu effectues ce qu'on appelle l'ascension. Là, par contre, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses, un espèce de pèlerinage au niveau de la pyramide de l'Ascension qui se trouve au milieu du désert, au nord-ouest de la map. Et donc c'est là-bas par contre que tu vas vraiment affiner ta magie et tu choisiras une des deux spécialisations qui sont liées à chaque éclosion. Et ça c'est au niveau 3 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc il y a pas mal d'évolutions et pas mal de théorie craft aussi à faire en fonction de ça, de toute la magie, tous les sorts qui sont possibles. Et du coup, chaque ethnie a aussi un passif et un sort actif que tu maîtrises forcément qui est lié à l'ethnie. Par exemple, pour les humains, il y a motivation qui va te permettre de donner des bonus. Alors, j'ai plus exactement en tête, mais motivation, ça va te permettre de donner des bonus à tes alliés qui sont proches. Et le passif passe partout, ça te donne un bonus à tes jets quand tu discutes avec un autre humain. Les Éphrites, eux, du coup, donc tu vois, c'est des personnages un peu plus charismatiques qui, justement, du coup, ont leur talent dès le départ qui sont assez intéressants en termes de charisme. Euh, Leurs armes de prédilection, tout ça, on en a parlé. Et leur capacité ethnique, ça va être en actif un fouet brûlant qui vont pouvoir faire apparaître et enrouler autour de quelqu'un pour lui faire des dégâts et l'attirer vers eux. Et l'origine démoniaque qui leur donne la résistance aux dégâts de feu, un petit peu à l'image des Tieflins de Donjons et Dragons, enfin, forcément des origines un peu des mondes démoniaques, ça apporte ça. D'accord. Ethnie suivante, c'est les Elohim, qui eux du coup sont les habitants, enfin
sont les mutations qui sont liées un peu au monde des cieux, donc qui sont un peu répercutées sur les humains et donc qui ont muté en Elohim. C'est des êtres un peu plus fragiles, un peu plus petits, un peu plus frêles, la peau très pâle, en général les cheveux très, très clairs, du blond voire blanc la plupart du temps, eux vont être très sensibles à la magie, plutôt vraiment plutôt des mages, enfin vraiment très axés magie, parce que du coup c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que tu peux vraiment construire ton personnage. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'options et de choses qui sont faites pour les armes, hein, pour que tout le gameplay, combat aux armes et aux armures et tout soit intéressant. Tout le monde a quand même accès à des sorts, et tu verras que dans les différentes éclosions, bah, t'en as qui peuvent être axés plus sur des persos qui vont se battre, tu vois, qui leur donnent des améliorations, entre guillemets, pas forcément de la magie, plus de la magie qui va les améliorer eux-mêmes en tant que combattants, et donc qui peut bien se prêter à un perso très combatif aux armes. Donc c'est pas trop le cas des Elohim, eux seront plus, tu vois, bah, dans les caractéristiques un peu plus physiques, force, agilité, vitalité, ils sont à 1. Par contre, dans ce qui est esprit, ils sont à 3. Donc esprit, c'est ce qui va être utilisé la plupart du temps pour la magie, etc. L'esprit, ça va être la concentration, la connaissance, l'intuition, la magie, etc. Donc là-dessus, eux, ils sont plutôt bons. Et d'ailleurs, leur arme de prédilection, c'est le bâton. Et leur arme ethnique, donc qui est une arme de prédilection par la même occasion, c'est la baguette magique qui sert à attaquer à distance de manière magique. Et bah, en capacité ethnique, ils peuvent léviter, donc voler à quelques mètres du sol pendant une courte période. Et ils ont une aura de pureté qui permet, pareil, d'apporter certains bonus aux alliés autour d'eux. Donc des personnages plutôt faibles, entre guillemets, physiquement, mais très axés et très sensibles à la magie. Les encres humains. Du Ah, coup, j'ai repéré cela. oui, j'imagine que les Elohim, c'est moins ton truc. Ah non, 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 non. Euh, Les Ils encres sont humains, très en très bien, gros, hein. c'est des... Pareil, donc ça a été une mutation qui s'est opérée sur des gens qui étaient vraiment travailleurs du métal, des choses comme ça, qui sont devenus du coup, qui ont fait un peu corps avec ce qu'ils travaillaient. Donc qui sont plus résistants, qui sont très forts, un peu à la manière de cyborg. Tu vois, ils restent quand même humains à l'intérieur. Enfin, globalement humains à l'intérieur, mais voilà, une partie de leur corps qui sont mécaniques. Leur arme de... Donc, excellent forgeron, n'en déplaise à Fayananma. Et leur arme de prédilection, c'est les marteaux. Leur arme ethnique, c'est la lame cachée. C'est un peu à la manière d'Assassin's Creed. Du coup, ça fait partie de leur corps. Donc, ça peut pas leur être enlevé, par exemple. C'est pas quelque chose qui fait énormément Et de ça, dégâts, cette mais. arme-là. De quoi? J'avais bien repéré cette arme-là, elle me plaisait bien. C'est vraiment, là, tu vois, inspiration Assassin's Creed, clairement. Et ça se mariait bien avec cette ethnie-là qui a du coup, qui peut avoir des bras mécaniques, des choses comme ça. Leur capacité ethnique, ça va être Forge Express qui permet d'améliorer une arme bah, d'un allié, par exemple, en la forgeant. Et Cœur d'Acier, je crois que c'est qu'ils ne peuvent pas être apeurés ou des choses comme ça. Donc, personnage assez froid, avec un peu moins de sentiments, mais plutôt fort physiquement. Bon, pas forcément très agile, mais force et vitalité assez fort avec une base de PV un peu plus importante. Les hématos, eux, du coup, c'était plutôt des gens reclus dans les montagnes qui ont muté. Alors, c'est pas non plus des vampires, mais c'est ce qui s'en rapproche un petit peu. Ils ont le teint un peu plus pâle. C'est des personnages très charismatiques. Ce sont plutôt, eux, tu vois, ils jouent plutôt des rôles de marchands. Voilà, c'est des personnages, enfin, une ethnie qui a l'habitude d'être un peu à la tête des choses politiques. Enfin, pas forcément politiquement, mais plutôt ouais, des marchands renommés, des choses comme ça. Et qui, sur Eldorea, vont plutôt ah oui, on n'en a pas parlé, tiens, sur la map. Mais du coup, en fait, les Efrites, ce sont... Alors, tu peux en trouver un peu partout dans le monde, mais ils ont quand même un pied-à-terre dans la citadelle de Bax, qui est juste au-dessus de la fosse du gouffre de Tétaros, là. Citadelle un petit peu, bah, un peu pas diabolique, mais voilà, très axée flamme, on va dire. Et les Elohim, eux, vivent à Eclaria, une cité un peu plus au nord, assez bucolique, adossée contre les montagnes, près d'une petite forêt et d'un beau lac. Alors que les Hématos, eux, du coup, vivent un peu partout, mais ont un espèce de baron qui dirige un peu la caste des Hématos dans dans la cité de Mélonie, qui est à l'extrême ouest, dans des terres un peu désolées.
Et donc, du coup, voilà, les dagues, les arbalètes, c'est des personnages un peu, tu vois, quand ils ont besoin de se battre, qui sont un peu plus dans ce type-là, plutôt des duellistes qui peuvent utiliser des arbalètes. Et leur arme ethnique, c'est le sabre, donc un type d'épée un peu particulier, vraiment des duellistes, on va dire, dans le combat, qui aiment bien ça. Parce que niveau agilité, c'est pas ça non plus, hein. Ouais, mais après, voilà, le but c'était vraiment de permettre, tu vois, de créer des choses roleplay qui sont pas forcément opti en termes de jeu. Mais Ouais. après, ton personnage, tu peux le faire évoluer, donc il pourra gagner de l'agilité au fur et à mesure, etc., etc. Et je crois que le sabre, ouais, ça scale sur la force et l'agilité, un peu plus agilité que la force, je crois, comme l'épée courte. Mais du coup, pareil, en fonction de l'évolution du personnage, ça peut être sympa. Mais c'était surtout, voilà, c'est vraiment leur arme un peu symbolique. C'est un peu des bretteurs, quoi. Et donc, du coup, émovores, ils peuvent mordre. Donc, ils peuvent avoir un peu comme à la manière des vampires, même si c'est pas des vampires, hein, mais un peu à la manière d'un vampire mordre une créature qui a du sang pour se régénérer un petit peu. Et leur passif, ça leur permet d'avoir des avantages enfin, des bonus dans des jets qui sont liés au charisme. Voilà. Ton copain Cthulhu, les hexaflèches. Ah oui, Baby Cthulhu. Donc eux, bah, c'était plutôt les marins, etc., qui sont mis à muter dans ce type de créature et qui maintenant représentent la caste des hexaflèches, qui sont typiquement des humains avec des tentacules ouais, de poulpe, hein, clairement, soit dans le dos, soit à la taille, enfin voilà, un peu qui ont poussé sur leur corps, qui sont plutôt forts physiquement, pas mauvais au niveau de l'esprit, une base de PV et de vitesse assez moyenne, un gabarit assez moyen, même si souvent même encore maintenant, ils n'ont pas de cité à eux. Eux, c'est vraiment des travailleurs, des marins, tu vois, sur des dockers, enfin vraiment plutôt proches des lacs et des rivières et des mers, globalement, mais voilà, plutôt travailleurs un peu physiques. Leur arme de prédilection, ça va être le gourdin et la massue. D'ailleurs, qui peuvent saisir enfin voilà, qui peuvent saisir avec leurs tentacules. Et leur arme ethnique, c'est le couteau de lancer justement, bah, qui est bien adapté à leur morphologie. Et du coup, en capacité J'ai ethnique, pas vu. ils peuvent avoir des réflexes tentaculaires. Je crois que c'est pour pouvoir attraper enfin, sur un jet, tu peux avoir une chance d'attraper un jet de projectile qui t'est destiné. Et en passif, D'accord. amphibie, qui veut dire ce qu'il veut Écoute, dire. je vois l'illustration qu'il y a. Je me dis que le tailleur, il a dû galérer pour lui faire un pantalon à celui-là. Ouais, il faut laisser des trous pour les tentacules. Ça doit être compliqué. Et après, il y en a qui ont les tentacules dans le dos, par exemple. Enfin, voilà, ils ont muté de cette façon-là. Docteur Octopus. Ouais, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Ouais. Ah, ça L'ethnie peut être sympa. suivante. En thème de RP, ça peut être très Ouais, ça sympa. peut être très rigolo à jouer. En plus, tu vois, enfin voilà, tu en rencontres facilement sur les ports, des choses comme ça. C'est des personnages un peu du Roma, enfin voilà. Ouais. Hmm. Puis tu peux leur prêter des histoires sympas. Enfin voilà, il y a plein il y a plein de possibilités, hein, comme dans tout. Mais effectivement, la construction de perso enfin voilà, j'ai voulu que ce soit. Bah, de toute façon, tu as vu comment je fonctionne un petit peu. Voilà, que vraiment les joueurs aient de la liberté et de l'inspiration et des idées. Et que voilà, ça puisse se prêter. Tu vois, qu'il n'y ait pas trop de portes qui se ferment quand tu veux écrire un perso. Ouais. L'ethnie suivante, c'est les Roptères, donc c'est une race d'humanoïdes un peu insectes. Typiquement, les gens des montagnes, des mines, des tunnels qui ont muté en ce sens-là. Alors, du coup, eux, du coup, avec leur espèce de corps un peu armuré, hein, finalement, physiquement sont assez forts, ont des bonnes caractéristiques de sens, puisque bah, forcément, ils ont des antennes, ils ressentent les vibrations et tout ça. Leur arme de prédilection, c'est le cimeterre. Leur arme ethnique, c'est le kama, qui est une arme qui ressemble un peu à une forme un peu de griffe, qu'ils manient bien. Ouais, petite faux japonaise. Ouais, c'est ça. Et qui correspond bien, bah, ça fait penser un peu au bras d'une montre religieuse, donc je trouvais que c'était sympa de leur prêter ça comme arme ethnique. Ouais, ouais, Euh, j'avoue que l'idée est géniale. et bon, après, voilà, ça force pas les joueurs à jouer ça, mais bon, c'est une piste. En gros, ça devient leur arme de prédilection et il n'y a que eux qui peuvent en manier. Donc, pareil, tu vois, même niveau RP, je trouve que ça peut apporter des petites choses en plus, tu vois. Bah, forcément, les autres ethnies peuvent être un peu impressionnés quand un Ropter manie cette arme-là parce qu'ils connaissent pas du tout, par exemple, tu vois. Des choses comme ça.
Et du coup, leur capacité, bah, carapace chitineuse, je crois que ça permet de réduire des dégâts que tu subis avec ta réaction, une fois par jour, si je dis pas de bêtises, en durcissant un peu ta carapace. Et fouisseur, ça va te donner des bonus à tous tes jets qui sont effectués dans des milieux souterrains, cavernes, et choses comme ça, parce que bah, c'est leur terrain de prédilection, quoi. D'accord. Une ethnie que moi j'aime beaucoup, mais que j'ai toujours aimé dans dans les différents jeux, les hommes lézards, les choses comme ça, je sais pas pourquoi, ça a toujours été un truc que j'aime bien. Et donc j'ai créé les Sauriens, du coup, qui sont forcément les habitants un peu des marécages et tout ça. Qui pareil, alors du coup ils ont les mêmes caractères de base quasiment que les Reptères, sauf qu'ils sont un peu plus rapides. Parce que bah pareil, ils sont assez forts physiquement, ils ont des sens qui sont assez développés, qui ont comme arme de prédilection les arcs courts et longs. Et une arme ethnique assez originale, le fléau d'armes, que je trouvais sympa à ajouter. Ouais, ouais. Ah, c'est même plutôt bourrin, ça. Ouais, mais ça demande un peu d'agilité quand même pour être manié, donc... Ah ouais, ouais, bah ouais, parce que c'est. Non, non, c'était pas une critique, c'est Ouais, justement, non mais oui, oui. ça me fait sourire le fait que ce soit, donc, a priori, des bons archers, mais qui sont capables Bah ils sont assez découvrir forts, une ouais. armure en deux à grand coup de, Bah c'est ça. à grand Après, coup de ouais, fléau, quoi. ça permet aussi de pas fermer trop de portes, tu vois. Tu peux faire tu peux utiliser cette ethnie pour en faire un... Enfin, pour les gens qui veulent optimiser, hein, toujours pareil, mais tu peux partir sur un perso qui soit plus axé corps à corps, mais aussi plus axé distance, si tu veux, avec les arcs. Mais après, bon, c'est pas parce qu'ils ont des armes de prédilection et des armes ethniques que ça ne que ça les empêche d'utiliser les autres armes, hein. C'est vraiment, en gros, faut plus voir ça comme un bonus que comme une contrainte. C'est vraiment, ça te permet de relancer tes 1, donc c'est une petite chance supplémentaire de faire un succès, mais c'est pas non plus game breaker de fou, tu vois. Ouais. Voilà, c'est plus un petit bonus si tu utilises les armes qui sont liées à l'ethnie, mais c'est pas non plus une obligation. Et capacité ethnique, donc c'est vraiment lié à leur état de reptile, hein, donc une perception reptilienne. Je crois que ça leur permet bah, justement d'avoir des bonus sur des jets qui font appel à leur sens, notamment l'odorat, le goût, je crois, enfin en tout cas les sens qui correspondent à leur sens développé. Et leur passif, le sang-froid, ça leur permet, quand ils sont immobiles, d'avoir des bonus à la discrétion. Parce que, en général, un reptile immobile, il peut rester immobile sans bouger pendant longtemps. Et du coup ils peuvent être discrets de manière immobile assez efficacement. Tu peux en faire un assassin ou fléau. Tu peux en faire plein de choses. Tu peux en faire plein de choses, c'est ça qui est cool. En fait, c'est que voilà, je voulais que chaque ethnie ait un petit truc, tu vois, que tu puisses développer après dans ta construction de personnage, mais qui soit pas non plus trop. Et c'est pour ça que du coup, même s'il y a des stats de base qui peuvent être différents, donc ça peut axer un peu ce que tu as envie de faire, mais voilà, ça ne va pas non plus faire des différences énormes. Et après, le fait que tu puisses les augmenter en évoluant ton perso, c'est intéressant aussi. Les simians, du coup, l'ethnie suivante, c'est des hommes singes, typiquement hein, les habitants des forêts, qui eux sont vraiment très agiles, ont une base de PV plus faible, par contre une vitesse de déplacement importante, qui ont des sens assez développés, une force correcte et pas mal d'agilité. Leur arme de prédilection, c'est la javeline, et leur arme ethnique, c'est le nunchaku. Vraiment très axé sur l'agilité. Et donc, bah, capacité ethnique crue et sauvage qui va leur conférer du déplacement supplémentaire et un passif d'esquive primitive qui, je sais plus exactement, mais enfin, c'est du bonus à l'esquive, hein, typiquement. Je sais plus exactement ce que j'ai mis. Parce que en gros, j'ai créé déjà tous les sorts, que ce soit ethniques, mais aussi des différentes éclosions qu'on va voir juste après, pour tout le premier niveau déjà, tous les sorts de niveau 1. Ah, d'accord. On pourra regarder un petit peu, je t'enverrai ça. Bon là, il y a beaucoup de choses, donc on regardera ça en off, mais du coup, voilà, pour ce qui Mm. est des ethnies, des éclosions, du coup, il y a une 8 ou 10 sorts, je crois, de niveau 1 dans lesquels il faut que tu pioches. Et en gros, on va le voir après avec l'évolution de personnage, mais en gros, tu as un deck de sorts qui augmente au fur et à mesure, quoi. Et donc, tu fais tes choix parmi les sorts qui sont dispo au niveau. Et les niveaux de sorts, j'ai voulu faire un système assez simple. En gros, pour l'instant, les personnages peuvent aller du niveau 1 à 10 et du coup, bon, c'est pas figé, hein, ça pourra aller plus loin après, mais pour l'instant, pour le système de base, là, déjà, voir comment ça s'équilibre comme ça. Ton personnage peut aller jusqu'au niveau 10, donc avec un arbre de progression qui est fait, il y a un tableau juste après.
Et du coup, les sorts que tu maîtrises, c'est la moitié de ton niveau. Donc si tu es niveau 4, tu peux maîtriser les sorts jusque de niveau 1 et 2. Si à partir du niveau 6, tu peux maîtriser en plus les sorts de niveau 3, etc. Donc en gros, il y aura des sorts qui vont du niveau 1 à 5. D'accord. Voilà, voilà. Et donc j'ai déjà créé tous les sorts de niveau 1, tu vois, déjà pour donner l'identité de chaque éclosion, et après j'avancerai à partir de ça. Et dernière ethnie, qui devrait te plaire aussi, les Sroukars. Oui, Donc oui, oui, eux, je l'ai. bien bourrins. Donc C'est le cas de le dire, ouais. bien bourrin, un peu légèrement lycanthrope, enfin tu vois, avec des allures un peu de félin, très costaud, très grand, très puissant. Rapide, une bonne base de PV, de la force, de la vitalité. Par contre, faut pas trop leur demander de l'agilité et tout le reste, mais costaud. Arme de prédilection, les haches de tout type, et l'arme ethnique, c'est l'espadon, donc c'est une épée longue en plus badass, en vraiment balèze, avec une lame très large, enfin vraiment une énorme épée à deux mains, que eux seuls peuvent manier de toute façon, physiquement parlant. Un peu, ouais, un peu dans l'idée barbare, mais après, voilà, chaque personnage maîtrisera la magie quand même. Mais on le verra après dans les éclosions qu'il y a. Il y a des petits combos Ouais, intéressants qui peuvent être faits. c'est Fire Emblem avec des crocs, quoi. Ouais, et avec de la fourrure, c'est ça. Avec de la fourrure, c'est ça. Ouais, c'est un peu ces habitants un peu des plaines, tu vois, un peu nomades, etc. En actif, ils ont un cri sauvage qui va leur permettre d'effrayer ou de se donner un boost, je sais plus. Et en passif, ils ont un dernier souffle, en gros, qui te permet, je crois que c'est un peu comme les orques de Donjons et Dragons. Si tu tombes à 0 PV, une fois par jour, en fait, au final, au lieu de tomber à 0, tu tombes à 1. Ça te permet d'avoir Ah ouais. une deuxième vie, entre guillemets, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est comme l'endurance implacable. Voilà, c'est ça. Du coup, comment ensuite on crée son personnage quand on est niveau 1? Donc on prend la base, et là, on a, du coup, quand tu descends ensuite, là, c'est un extrait de la feuille de perso qui a été rempli pour un personnage qu'on crée, un Néphite. Euh, donc, tu as la possibilité d'avoir un historique, euh, en gros l'historique du perso, donc là qui a à voir avec le MJ, qui t'apporte jusqu'à 2 points de talent. Donc les talents, c'est toutes les petites compétences qu'il y a à droite, qui sont liées à une caractéristique, mais du coup, ça va te permettre de booster certains talents qui correspondent un peu à l'histoire de ton perso. Donc là, typiquement pour l'exemple, donc Malkiot, un Efrite, qui est mercenaire, donc son historique lui procure un point de résilience supplémentaire. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est ton historique qui peut t'ajouter des points de talent, à voir avec le MJ en fonction de ce que tu choisis. Soit des points de talent, ça peut être d'autres choses, hein, mais voilà, pareil, c'est assez libre. Et ensuite, en plus de ça, là, c'est là le choix que tu as à la création de ton perso, c'est de mettre deux points, enfin un point dans deux talents différents en plus. Donc là, après, voilà, RP ou pas, donc soit tu fais de l'opti, soit tu fais en fonction du RP. Donc là, pour l'exemple, j'ai choisi par exemple la négociation et l'intuition, parce qu'un mercenaire en général il négocie et il est censé avoir un peu d'intuition s'il enquête sur des trucs ou quoi. Donc c'est des talents que j'ai choisi d'augmenter. Euh, voilà. Dans différentes caractéristiques. Donc ça te donne quand même une petite option de personnalisation à la création du perso. Et on verra après que quand tu montes des niveaux, tu as encore des choix à augmenter, etc. Et donc du coup, Non, non. le nombre de points que tu as dans un talent, c'est le nombre de D6 que tu lanceras bah, en ajoutant des bonus éventuels ou quoi, mais c'est le nombre de D6 que tu lanceras sur un test, bah, par exemple un test de négociation, il va lancer 4 D6, donc tu as plus de chances de faire un succès que en lançant un seul dé, quoi. Pour les Non, points de vie non. et les points d'éclosion, donc c'est assez simple. En gros, c'est les deux ressources que tu as. En gros, c'est un peu les points de vie classiques, hein, et points d'éclosion, c'est un peu les points qui te serviront à lancer tes sorts. En gros, les sorts coûtent des points d'éclosion quand tu les lances. C'est un peu comme le mana, tu vois. C'est ton énergie magique en fait. Et donc le calcul est assez simple, bon, c'est pas dur. Le nombre de PV, c'est ta base ethnique. Donc ça, là-dessus, basta. À part si vraiment il y a un bonus ou quoi, mais c'est assez simple. Au niveau 1, tu commences avec la base de PV de l'ethnique que tu as choisi. Et ton nombre de points d'éclosion, c'est 1 plus esprit. Donc là, typiquement, lui, il a 2 en esprit, donc tu as 3. Donc là, du coup, forcément, en fonction des ethnies,
toutes n'auront pas le même potentiel magique dès le début. Typiquement, notre ami le Sroukar, bah, il aura 2 points d'éclosion au début, donc il lance 2 sorts et après il est à sec, quoi. Par contre, si tu lui donnes un espadon, Tu peux taper entre-temps. il va casser des Oui, bouches. voilà. On passe du coup aux éclosions, donc qui représentent un peu la classe si on fait une comparaison à Donjons et Dragons. Euh, donc je rappelle un petit peu le lore. Ah oui, si, j'ai mis, tu vois, environ 10% des individus. Si, j'avais choisi un chiffre. Donc 10% des individus qui éclosent. Donc en gros, une personne sur 10 enfin, maîtrise de la magie. Et donc tu as 10 Ouais. éclosions différentes. Que j'ai résumé, hein, j'ai pas mis tous les sorts, du coup j'ai résumé un peu chacune d'elles. Et tu verras que du coup ça se prête à différents gameplays. C'est ça qui est pas mal, c'est que tu peux, malgré que tout le monde maîtrise la magie, tu peux quand même jouer un perso qui est basé un peu plus sur le combat au corps à corps, aux armes et tout, parce que il y a des éclosions, notamment Animorph et notamment Magilame, qui fait un peu penser au Magilame qu'on a dans Ayan. C'était un peu la même inspiration. T'inquiète pas, j'ai Euh, bien repéré celui-là, Magilam. ça, Noctul, ça peut le faire aussi. Métaboliste, mais j'ai fait une boulette là. Ok. J'ai fait un mauvais copier-coller. Bon, encore une correction à faire. Mais métaboliste, en gros, te permet de te booster toi-même en fait, bah, métaboliquement parlant. Donc pour un guerrier, un perso un peu axé guerrier, ça peut être intéressant. Animorph, lui, il va permettre d'acquérir certaines facultés des animaux. Donc il a des sorts, notamment par exemple, tu as peau de crocodile qui va te permettre d'augmenter ta défense, des choses comme ça. Euh, Vraiment, en gros, quand tu lances un sort, ça te permet d'acquérir un peu un bonus lié à un animal, en gros, sur les sorts premier Ouais. niveau. Je sais, je crois qu'il y a vision de l'aigle, des choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est un peu de la transformation animale. Mais pas forcément entièrement comme un druide, plutôt des parties de ton corps. D'accord. Donc, du coup, par exemple, effectivement, pour un perso axé un peu combat, corps à corps, ça peut être intéressant parce que ça lui donne un peu des facultés supplémentaires. Après, l'éclosion suivante, là, c'est vraiment plus, on rentre plus dans de la vraie magie, qui est vraiment la magie des astres. Donc jour et nuit, il y a des effets différents, il y a des sorts qui peuvent être lancés que de jour, des sorts qui peuvent être lancés que de nuit. Tu as des effets qui sont différents sur ses passifs en fonction du jour et de la nuit, des choses comme ça, qui va pouvoir faire des dégâts, qui va pouvoir soigner. En fait, voilà, il a un peu une dualité, donc un gameplay qui peut être sympa. Avec des sorts, typiquement, tu vois, un rayon de lune qui peut, si c'est un rayon, si c'est la nuit, ça soigne, si c'est le jour, ça brûle, ça fait des dégâts, des choses comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ça peut être rigolo, tu vois, pour une campagne assez Ouais. longue où tu dis, bah, typiquement, bah, attends, on va attendre la nuit, ou justement, lui, ou plutôt le jour, suivant ce qu'il a envie de faire, des choses comme ça. Bon, après, il est Tu pas vois, bloqué, il y a des sorts qui se lancent, peu importe, hein, mais voilà, il y a des petites je vois facettes du bien, tu gameplay. vois, dans notre groupe, une tentative de soin, tu vois. Ouais, mais non, mais il fait jour. Ah non, le soleil Ah vient de bah se tu prends lever. feu. Après, il y a quelques sorts qui sont comme ça, mais sinon, voilà, il n'y a pas non plus de blocage, il y a des sorts qui sont lançables l'un ou l'autre. Mais voilà, il y a une petite facette de gameplay comme ça qui est intéressante. L'éclosion Botalis qui est vraiment liée à la magie des plantes. Donc pas mal de possibilités de guérison, de poison, il y a quand même des sorts offensifs, parler aux plantes, enfin des choses comme ça. Donc vraiment très axé végétation, plantes, tout ça. Qui peut, Oh, voilà. l'hippie, ça. Ouais, c'est un peu ça, magie de la nature. Le chronomancien, bon, magie du temps. Donc accélérer le temps, le ralentir, le remonter. Euh, Pas mal de choses liées au sable, au sablier. Donc toute la magie axée autour de ça. Donc du contrôle, il peut y avoir un peu de dégâts, etc. Par contre, pas de sorte de soin à ma connaissance, pas trop. Il me Je semble pas. suis curieux de voir comment ça peut interagir en combat, ça. Ça, je trouve ça hyper Euh, intéressant. et ben, euh, hop, je vais ouvrir ça. J'ai un petit Excel, je pourrais te le partager, mais bon, pour l'instant, c'est juste des noms de sorts et tout. Oui, 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 non, Euh, mais et t'inquiète pas, typiquement, hein. le chronomancien, tu vois, il peut créer une image troublée de lui-même, il peut faire un flétrissement sur une cible, donc en gros accélérer le temps pour qu'elle vieillisse et ça lui donne des malus. Il peut ralentir le temps, il peut faire des sables mouvants, il peut faire rembobinage. Son sort qui permet, en gros, il y a un ennemi qui se déplace, en réaction, tu claques des doigts et en fait, hop, et ben non, mon gars, tu reviens à ta position de départ. Combatif de Koshiko. Ouais, un peu dans cet esprit-là, enfin voilà.
Il peut se téléporter, du coup, des choses comme ça. Donc vraiment magie du temps. Et après, pour l'instant, j'ai fait les sorts de niveau 1, mais du coup, voilà, ça va. Enfin, j'ai déjà des idées pour la suite, des sorts un peu plus puissants et tout, mais t'as quand même pas mal d'options. Élémentien, donc là, vraiment mage classique, plutôt offensif. Globalement, même si t'as des sorts un peu défensifs, mais vraiment magie des éléments, la foudre, le feu, la glace, tout ça. Donc classique. Sinon, Avatar. Voilà. Mais tu vois, t'es pas limité dans un élément, hein. Tu peux maîtriser. Enfin, c'est toi qui choisis les sorts que tu veux après, mais t'as des Ouais. sorts un peu de tout. Garde-Égide. Alors, Garde-Égide, ça, c'est plutôt un peu le. Alors, ça peut être un tank, mais ça peut être aussi un soutien, un protecteur. Ça va être vraiment la magie des champs de force, boucliers, choses comme ça. Donc, il a beaucoup, beaucoup de sorts de protection, de. euh, Qu'est-ce qu'il a, par exemple? Par exemple, donc il peut se faire une barrière neuronale à lui-même, en gros qui va lui offrir des bonus à ses jets de sauvegarde sur tout ce qui est lié à l'esprit. Il va pouvoir créer un champ de force autour de quelqu'un. Il va pouvoir créer aussi un espèce de bouclier fragmenté qui va se placer à côté de chacun de ses alliés pour absorber des dégâts. Enfin voilà. Vraiment dans le sens protecteur. Mais qui peut faire des dégâts, hein. Il a quand même des sorts. Il a un projectile de force, il peut faire une sphère de vide aussi pour isoler quelqu'un, que ce soit un ennemi ou un ami en fait, en fonction de la situation, ça peut être utile. Choses comme ça. Plutôt ouais, maîtrise des champs de force, protection, bouclier. D'ailleurs, leur passif, je crois que c'est maîtrise du bouclier, et du coup, ils ont des bonus supplémentaires quand ils manient un bouclier. Donc ça peut être aussi un tank, un vrai tank. Le Magilam, donc lui sera pas forcément avec des éléments, tu vois. Donc à la différence du Magilam qu'on a en Ayan, ce sera pas forcément avec des éléments, parce que ça, la maîtrise des éléments est réservée un peu plus à l'élémentien, mais il va pouvoir créer un peu de poison sur ses lames, enfin, faire en sorte que sa lame soit aimantée. Il peut grossir la lame de son épée, par exemple, pour obtenir des bonus de parade, tu vois, et qui permettent de parer des Mhm. projectiles, que ce que normalement tu ne peux pas faire. Lancer son épée comme un boomerang, des choses comme ça. Donc vraiment, typiquement, le combattant à l'arme blanche, à l'épée, enfin, toute arme qui a une lame, qui base son gameplay autour de ça. Et forcément qui a des bonus à l'utilisation de ces armes. Métaboliste, du coup, la petite coquille que je disais tout à l'heure, c'est pas le bon symbole ni la bonne ligne, faudra que je corrige ça. Métaboliste, qui lui, du coup, est vraiment basé sur l'amélioration de lui-même, euh, un peu dans l'optique du moine, tu vois, qui va avoir comme. Il peut transformer son visage pour avoir un visage plus amical, qui va lui donner des bonus dans le cadre de jet de charisme, par exemple. Il peut. Créer une espèce de crinière épineuse, faire porter plus sa voix, avoir un sort de saut, un sort de frappe fusée qui va marcher un peu comme le déluge de coups du moine, enfin tu vois. Lui, ça va vraiment être plus le boost de ses capacités physiques à lui, en gros. Ouais, ouais, à ne pas confondre, enfin pas à ne pas confondre, ça reste dans la modification de son corps, mais pas comme l'animaliste. Ouais, l'animorphe, lui, ça Euh, va être plutôt, tu vois, là j'étais en train de L'animorphe, revoir les pardon. sorts. L'animorphe, lui, va avoir force de l'ours, forme discrète, le hurlement du loup, les écailles du crocodile, la carapace de tortue, les branchies. Plutôt, lui, des attributs qui sont liés à des animaux. Il peut avoir des ailes duveteuses qui vont créer une zone qui réduit les dégâts de chute, des choses comme ça. Ouais. Et en passif, lui, l'animorphe, il a amitié animale, ce qui permet pas forcément d'être lié un peu plus aux animaux. Le métaboliste, il a sang fluide, je sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que les sorts de soins sont plus efficaces sur lui ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était ça, mais je suis pas sûr. Le Noctule, donc lui, bah, la discrétion incarnée, magie de l'ombre, qui te permet en même temps d'avoir une magie offensive, de discrétion, de choses comme ça, qui te permettent de devenir, de disparaître. Alors, que quand c'est dans une zone d'ombre ou la nuit, pour les sorts de niveau 1, qui seront meilleurs, donc avec des sorts plus importants par la suite, mais voilà. Qui peut avoir de la vision nocturne, de la maîtrise dans le dos, des choses comme ça. Créer une zone de silence.
Voilà. Un peu, donc ça peut être offensif, il y a de l'utilitaire, il y a un peu de tout. Créer un double spectral aussi, des choses comme ça. Hmm. Donc c'est pas juste un voleur, tu vois. Ça reste quand même de la Non, magie non, de non, non, l'ombre. Ouais, il a pas mal de choses. Un trait non, d'ombre, non, mais comme attaque un peu offensive. Des choses comme ça. t'inquiète pas, il me fait des clins d'œil aussi, celui-là, hein, t'inquiète pas. Et du coup, la dernière éclosion, c'est le porteur d'écho. Donc là, ça va être. Alors là, c'est vraiment un truc très original où c'est difficile de faire une comparaison. Ça va être un peu un invocateur avec une magie, ce qu'on appelle la magie de l'écho, qui vient du coup d'un autre monde via un portail. Donc qui peut booster, qui peut faire des dégâts, des choses comme ça. Et du coup, invoquer ce qu'on appelle un Xerès, qui est un peu son invocation. Donc pareil, au choix au niveau de l'apparence. Et du coup, le gameplay qui est basé un peu autour de cette créature-là. Tu peux échanger de place avec elle, tu peux Ça- la ramener vers toi avec la laisse de l'invocateur, tu peux faire un portail où elle peut se dissimuler à l'intérieur, des choses comme ça. Dresseur Pokémon en plus vénère. Un peu, ouais, c'est un peu ça, et avec un peu de... Tu peux faire un portail de visée aussi, à travers lequel tous les alliés qui vont viser en se mettant au corps à corps de ce portail-là vont gagner de la portée, tu vois, des choses comme ça. Ouais, Donc un peu ça peut être sympa, ça, oui. magie de portail et d'invocation. Voilà. D'accord. Donc voilà un peu pour tout ça. Donc bon, je te laisse réfléchir un petit peu ce qui te plairait un peu. Je sais pas s'il y a déjà des combos que tu as déjà repérés, des choses. Forcément, il y a des choses qui vont bien ensemble, hein. Il y a des trucs qui vont bien ensemble, mais je vise pas ça, moi. Euh, j'ai déjà quelques petites idées assez sympathiques, oui, oui, oui. Ok. Oui, oui, oui. Pour l'évolution du perso. Donc, ce que je disais, la version de base du jeu, pour l'instant, j'ai prévu une augmentation jusqu'au niveau 10. Au niveau de la progression des caractéristiques, des talents, des points de vie et des points d'éclosion. Donc, euh, pour les gains de PV lors d'une montée de niveau. Un peu à la manière. Enfin, j'aime bien ce principe-là de est-ce que tu es joueur ou pas, du coup j'ai gardé ça. Donc c'est soit tu gagnes 3 plus ta constitution rétroactive sur les niveaux précédents, donc comme dans Donjons et Dragons. Si tu as le talent constitution qui est augmenté, donc la constitution c'est un talent de la vitalité. Donc soit 3 plus constitution, soit un des 6 plus constitution pour les plus joueurs. Donc à chaque niveau tu gagnes ça. Ah. Ouais, 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 ouais. Je trouve ça très très bien. Ce qui est assez équilibré parce que du coup, parce que pour moi, les différentes éclosions n'apportent pas force. Enfin voilà, je voulais pas que tu vois, un peu comme. Enfin, à la différence de Donjons et Dragons où tu as des classes donc qui déterminent vraiment l'entraînement, tout ça du personnage, là, c'est une magie qui t'est donnée et du coup, bah, tous les gens sont un peu égaux enfin en tout cas physiologiquement parlant, ceux de la même ethnie. Donc je voulais pas que l'éclosion influe sur le gain de PV. Donc du coup, il y a, bah, après, suivant ce que tu as augmenté, au fur et à mesure, si tu augmentes la constitution, forcément, ça va t'augmenter tes points de vie. Mais la Oui, constitution sert quasiment qu'à ça, tu vois. T'auras quasiment oui, oui, jamais oui, de jet de sauvegarde de constitution, ça va être plus des jets de sauvegarde de résilience, par exemple, si c'est lié à la vitalité. Donc voilà, donc ouais. c'est des choix à faire, forcément. Mais c'est le but aussi d'avoir fait des talents, d'un éventail de talents comme ça, c'est que bah, c'est vraiment des choix qui te donnent un truc, mais du coup, tu peux pas tout avoir, quoi. Et donc forcément, il y a des ethnies qui sont un peu plus avantagées, celles qui ont un peu plus de vitalité de base, logiquement. Logiquement, gagnent un peu plus de PV en début. Mais ça, bah, c'est lié. Enfin voilà, ils gagnent moins de points d'esprit en général. Ceux qui sont plus forts physiquement, souvent, sont un peu moins forts en esprit, etc. Donc les points d'éclosion. euh, pour les points d'éclosion, du coup, à chaque passage de niveau, ton total est augmenté d'un montant égal à ton talent magie, qui est lié à l'esprit. Par contre, il n'y a pas de rétroactivité si tu augmentes la magie. Donc là, voilà, pareil, typiquement, un Elohim, il va pas gagner beaucoup de PV, mais par contre, il va gagner beaucoup de points d'éclosion à chaque niveau. Oui, bah ouais. Et ensuite, à chaque montée de niveau, tu peux augmenter d'un point un talent de ton choix. Donc, bah, si tu veux augmenter la constitution, par exemple, c'est pour les points de vie, c'est intéressant. Tu peux augmenter, enfin voilà, un talent, n'importe quel talent de ton choix d'un point.
Il y a des petites contraintes, c'est que un talent ne peut pas dépasser le double de la caractéristique qui lui est associée. Donc si tu as 2 en vitalité, tu ne pourras jamais monter plus que 4 en constitution. Sachant que, après voilà, c'est des choix à faire dans ce que tu veux monter. Et du coup, il y a une stratégie aussi dans la montée de niveau et dans les points que tu attribues. Si effectivement tu regardes ce que tu as besoin maintenant ou si tu vois à plus long terme, enfin voilà, il y a pas mal de réflexions à faire parce qu'en gros, à chaque fois que tu atteins un niveau pair, donc au niveau 2, 4, 6, etc., tu augmentes, en plus d'augmenter un point de talent, tu gagnes, tu choisis d'augmenter une carac de ton choix. Donc les vraies grosses caracs de base. Donc dès le niveau 2, tu vas pouvoir augmenter sur la force, l'agilité, vitalité. Donc tu vois, tu peux déjà corriger, enfin corriger. Tu peux déjà commencer à donner une identité. Peu importe l'ethnie que tu as pris, tu vois, dès le niveau 2, tu peux déjà augmenter de 1. Et dans le jeu, du coup, ça a un assez gros impact parce que ça augmente tout ce qui est lié de 1. Même Bah ceux que ouais, tu as, tout. même ceux que tu avais déjà augmentés. D'accord. Donc, c'est-à-dire que Euh, si tu as déjà mis un point de talent, par exemple, en résilience, ouais, si tu bref, avais déjà, par exemple, imaginons un en vitalité et un dans tous les talents qui sont liés à la vitalité, sauf la résilience où tu avais mis un point au départ et tu avais 2, bah si tu passes ta vitalité à 2, tous tes talents vont passer à 2 et la résilience à 3 du coup. Parce que sinon, ouais, tu perds un peu le point que tu avais investi au talent au départ, donc je trouvais ça un peu dommage. Donc du coup, tout est, en gros, toute la ligne augmente de 1, sauf si ça fait... J'ai pas regardé si sauf si ça mathématiquement fait, c'est oui, possible, mais je crois pas. Mais je l'ai mis quand même pour mettre un garde-fou, mais il me semble pas que mathématiquement ce soit faisable, mais bon. En gros, du coup, bah, ça t'augmente tout de 1 qui est dans la ligne qui est liée, donc c'est pas mal. après, même si mathématiquement c'est faisable, ça fait partie aussi des contraintes du jeu, donc je Ouais, trouve ça puis pas c'est pas intéressant. logique, tu vois, qu'un perso qui... Enfin, voilà, le talent est lié quand même à la caractéristique de base. Tu peux... Enfin, Oui, tu vois, par exemple, je sais pas moi, en agilité, bah, tu peux pas, comment dire, être super fort en esquive, mais ne jamais augmenter l'agilité et être nul en acrobatie, tu vois. Enfin, il y a quand même... tout est un peu lié, donc tu peux être un peu spécialiste plutôt de la discrétion, par exemple. Être un peu plus discret qu'acrobate, mais c'est quand même lié à l'agilité. Donc si ton agilité de base augmente, tout va augmenter un petit peu. Donc voilà, à voir un peu ce que ça donne sur des persos de haut niveau. J'ai fait quelques tests vraiment sur papier, voir un peu ce que... Tu vois, s'il pouvait y avoir des trucs qui devenaient complètement pétés, mais du coup, oui, tu peux avoir des trucs qui deviennent complètement pétés, mais si tu fais ce choix-là, ça veut dire que, tu vois, enfin, t'as des possibilités d'augmenter des trucs, mais pas non plus des dizaines. Donc si tu augmentes très fort un aspect de ton perso, il va être beaucoup moins fort sur le reste. Il va pas progresser sur le reste. Donc, c'est pour ça que je trouvais, enfin, dans la construction du personnage et dans l'évolution avec la montée de niveau, c'est vraiment des choix et je trouve ça sympa. Ça permet aussi de se démarquer un peu, d'avoir et d'accès en fonction du RP aussi, tu vois. Typiquement, quand tu montes des niveaux en fonction de comment ton personnage a évolué et a agi, tu peux te dire, bah, ah, ces derniers temps, j'ai été bon en négociation et tout, pourquoi pas monter un point là-dedans. ouais, Donc ouais, voilà. non, non, mais je Et vois. ça te permet quand même de pouvoir augmenter la puissance du perso tous les 2 niveaux via la grosse carac de base. Donc là, c'est quand même des step-up à chaque fois, tous les niveaux pairs quand même. Et les niveaux impairs, donc c'est une progression beaucoup plus faible parce que tu augmentes juste un talent. Voilà, voilà. À voir après, je sais pas, tu vois, bon, du coup, j'ai pas testé en jeu. Et à voir sur un personnage qui va jusqu'au niveau 10 ce que ça peut donner. Forcément, il y aura des trucs qui seront craqués si tu fais le bon combo avec une ethnie, une éclosion avec tel sort et tel stat monté à fond. Forcément. Mais bon, pour l'instant, j'ai Dans le groupe, on a quand même deux génies, deux justement. génies de Theorycraft, ouais, je leur fais confiance là-dessus. Ouais, ouais. Mais le fait, enfin, le système tel qu'il est fait, je pense que tu ne peux pas être ultra fort partout. Donc, bah tant pis, si un perso est ultra fort à ça, il sera ultra fort à ça, mais il sera peut-être très faible dans un autre domaine. Donc, bah, niveau RP, ce sera rigolo et ça reste équilibré un temps soit peu. On voit quand même mal un Sroukar partir chez le marchand pour faire une petite négociation, hein. Ouais. Sachant que, à mon avis, à la rigueur,
la négociation peut être résolue Musclé. de façon différente. Ouais. C'est vrai. Ou alors avec de l'intimidation, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est là où c'est marrant du coup, parce que vraiment tu peux. Enfin, moi je trouve que ça favorise le RP, tu vois, de forcer les joueurs à faire des choix. Ça laisse de la latitude, tu vois, c'est pas frustrant parce que tu peux vraiment augmenter tous les niveaux des trucs. Mais du coup, c'est des choix, déjà, qui sont rigolos à faire, mais qui en plus amènent du RP, je trouve. Je suis en train de voir, comme je te dis, j'essaie de voir un peu les combos qui peuvent être faits. Ouais, mais il y a forcément des T'as des trucs, hein. combos qui te paraissent, t'as forcément des trucs qui sont évidents, mais moi je sais que c'est pas forcément des trucs que j'aurais envie de jouer, quoi. Ouais. Oui, t'es petit, oui, voilà, mais Bah forcément, un Elohim qui va booster son esprit et tout, va être fort dans la magie, va être fort, tu vois, dans les sorts et tout. Mais il va prendre une gifle, il va saigner du nez, il va tomber dans les pommes, tu vois. oui, Donc, de toute façon, je pense que le système est fait de telle sorte à ce que tu ne... Enfin voilà, que t'es forcément... Et c'est ce que j'ai voulu faire, tu vois, même dans les équipements, dans les armes, dans les armures, t'as des... Tu vois, tu peux pas avoir que des avantages à un truc. Si tu fais un non, choix, non, t'as une non. contrepartie, et j'aime bien ce système-là. D'avoir des contreparties, ce qui balance un peu le truc. Pour la magie et les sorts. Du coup, il y a un tableau à la page 19 qui est assez clair. Normalement, je vais suivre à peu près ce. Voilà, ça j'ai bien réfléchi pour les par rapport à ça. Ça suit la courbe de progression au niveau des niveaux. Il y a un bon palier au niveau 3 parce que tu passes ton ascension, donc tu obtiens plus de sorts, donc un nouveau passif et des nouveaux sorts d'ascension, enfin de ta spécialité du coup qui est ton ascension. Euh, donc en gros, au niveau 1 et 2, tu as ton passif lié à ton éclosion. J'ai pas compté les ethniques dans ça, hein, parce que les ethniques ils sont innés entre guillemets, donc ils comptent pas dans le tableau. Et ensuite, du coup, ton deck d'actifs bah, augmente au fur et à mesure des niveaux que tu montes. Euh, donc tu as accès à des sorts de niveau correspondant à la moitié de ton niveau. Donc au niveau 1, 2, 3, tu as accès à que des sorts de niveau 1. Donc du coup, il faudra que tu fasses le choix. Mais dans le deck de sorts de niveau 1 de ton éclosion, et à partir du niveau 3, dans le deck de sorts correspondant à ton ascension. Et à partir du niveau 4, là, tu as accès au sort du niveau 2 qui commence à être plus puissant, etc. etc. Sachant que quand tu choisis un sort, D'accord. il va dans ton deck et il est figé, entre guillemets. C'est pas comme dans ton jeu Et tu- dragon où tu. Là, je vois toujours dans l'optique de bah, tous les persos seront différents et je veux que les joueurs fassent des choix, bah, tu ne pourras pas, tu vois, ouais, c'est ça, il y a 10 sorts actifs pour l'instant en niveau 1 par éclosion. Donc même au niveau 3, tu ne pourras pas avoir tous les sorts liés à ton éclosion. Il faudra que tu fasses des choix. Ouais. Ouais, et puis Euh, tu ne changes pas de sort à chaque niveau. Alors du coup, c'est ce que j'ai mis quand même. J'ai laissé quand même cette petite porte-là parce que bon, je veux pas Si. non plus que ce soit trop rigide à la fin. J'ai mis. Donc l'apprentissage d'un sort est définitif quand on est dans ton deck. Et à chaque passage de niveau, tu peux en choisir un que tu oublies. Donc du coup que tu Ouais. remplaces forcément par un autre parce que du coup tu as le droit à tant de sorts dans ton deck. Mais du coup ceux que tu as déjà appris, ils sont obligés de rester sauf un à chaque passage de niveau que tu peux enlever. Donc ça te laisse quand même un peu de remaniement, tu vois, au fur et à mesure que tu montes aussi de niveau. Voilà. Un sort, ma question va peut-être te paraître bête, mais un sort passif, tu utilises un sort passif, tu dois aussi utiliser un PE Non, pour le lancer? non, mais tu Non. verras de toute façon ce que je t'enverrai. En fait, j'ai C'est fait. comme un sort mineur. Ouais, en fait, c'est en gros le passif, c'est tu l'as. Enfin, c'est pareil, tu vois, c'est un peu un truc inné que tu as. Et donc, soit c'est un truc donc vraiment passif que t'as pas besoin de lancer, soit c'est un truc genre en réaction ou que tu peux faire tant de fois par jour. Enfin, tu vois, il y a toujours une limite. Oui, c'est un peu. En gros, j'ai Oui, fait mais sous je forme vois. de carte, je t'enverrai. Bah, tu me diras, on fera ça. De toute façon, la construction du perso, on fera peut-être ça. Tu auras le temps d'y réfléchir un peu et tout. On fera ça en off et au pire, dans le montage de la vidéo, je le rajouterai à la fin. Le perso que tu as décidé de faire avec sa fiche et tout. Dans les jours qui viennent, on pourra faire ça. Et je t'enverrai du coup s'il y a des trucs qui t'intéressent, ethnie, si t'as tu vois, si t'hésites entre différentes ethnies et éclosion. En fait, j'ai fait sous forme de carte les sorts, et effectivement, sur la carte, tu as le nom du sort, ce qu'il fait, et tu as en gros, bah, en fait, c'est pas compliqué dans le jeu. Si c'est un passif, c'est marqué P, donc ça te coûte pas de points en haut à droite. Et ensuite, c'est le sort te coûte autant de points d'éclosion à lancer que son niveau. Donc un sort de niveau 1 te coûtera toujours un point d'éclosion à chaque fois que tu utilises. Donc tu peux utiliser plusieurs fois le même enfin tu vois, tu peux utiliser plusieurs fois le même.
ou... Enfin, en tout cas, chaque sort que tu lances coûte autant de points d'éclosion que son niveau. Donc au début, sort du niveau 1 coûte 1. Voilà. Je voulais un système qui soit assez simple et qui... ouais. Bah, au final, ça reflète un peu les emplacements de C'est sorts, simple, mais ouais, mais mais ça te ça laisse force la quand même flexibilité. aussi. Bah oui, oui et non, parce que ça te force aussi quand même à partir d'un certain moment, quand tu as accès au sort de niveau 3, si t'as pas monté Ah voir de oui, niveau 4, ouais, t'es obligé quand même ouais. d'investir un point ou deux dans l'esprit, pour penser Après, à ça. oui, forcément. Mais du coup, de toute façon, peu importe l'ethnie que tu as choisie, et même si tu rien monté en esprit. Sachant que quand tu montes, enfin, tu peux très bien investir un point de talent en magie, mais pas forcément monter l'esprit, parce que c'est la magie qui fait que tu gagnes des points, des points d'éclosion. Oui, oui, oui. C'est, Donc, en fait, ouais. j'ai changé parce qu'au début j'avais mis esprit, mais comme c'est plus compliqué et du coup que c'est, comment dire, plus engageant entre guillemets, parce que tu as moins l'opportunité de le faire, d'augmenter un point de grosse carac, je trouvais ça plus sympa de le mettre en talent. Ça coûte moins investir un point de talent là-dedans, pour quand même pouvoir avoir une base de points d'éclosion qui puisse être joué, quoi. Sachant que dans tous les cas, le perso, le pire du pire, il gagne minimum 2 points d'éclosion par niveau. Donc au niveau 2 tu en as au moins 4, au niveau 3 tu en as au moins 6, et au niveau 4 tu en as au moins 8 minimum. Donc niveau 4 là où tu commences à acquérir les sorts de niveau 2 tu auras déjà minimum 8 points d'éveil dans tous les cas. Donc ça va. Ouais. Sachant que j'ai pas encore tout écrit, les règles par rapport à ça, mais tu récupères, tu sais, en fonction du repos que tu fais et tout, faut que je vois un peu ce que je fais. Oui. Est-ce que c'est un repos court, tu en récupères. Enfin, faut que je vois un peu la feature que je mets là-dessus, j'ai pas encore décidé. Ce qui est sûr, c'est qu'un repos long, tu récupéreras tous tes points, je pense. Mais après, avoir le repos, c'est plus le repos court, faut que je vois. Est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça. Enfin voilà, comment je. Est-ce que je me cale sur ce que fait Donjons et Dragons? Je trouve le système pas trop mal. À voir. À voir. D'accord. Ce sera en fonction des points de talent, je pense, mais on verra bien. Peut-être par rapport à la concentration, ça pourrait être intéressant, on verra. Bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce qui est du manuel du joueur. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des remarques? Des choses que tu trouves. Enfin voilà, n'hésite pas. C'est le moment. De toute façon, c'est vraiment en version pour l'instant travail et imagination Moi, encore, hein. vu que je suis là, j'étais sur le passage des armes. Dans Ouais, les hématos, tu as donc l'arme ethnique qui est le sabre. ouais. Tu considères ça comme une épée longue? Alors, ah, je l'ai pas mis le sabre là-dedans? Ah, j'ai Ouais. oublié. Bah non, mais je vais le rajouter. Non, ce sera plus une épée courte. Ça aura les mêmes stats qu'une épée courte en gros. D'accord, ok. Je pense. Je pense que ça aura les mêmes stats Euh, qu'une épée courte. Typiquement, ce sera juste vraiment visuellement. Ouais, 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 non, non, ça me va très très bien, parce que de toute façon, tu vois, par exemple, certaines, par exemple, la lame cachée et la dague, Hmm. tu vois bien qu'elles ont les mêmes caractéristiques, mais moi je trouve ça bien qu'elles aient quand même leur description et tout. Non, moi j'aime beaucoup. Ouais, ouais, c'est vrai que je ferai son visuel au sabre et je le rajouterai. Bah oui, parce que comme il Mettre, apparaît en arme ethnique, oui, il faut que je le fasse apparaître quand même là-dedans. Mais ce sera, ouais, ce sera les mêmes stats qu'une épée courte, je pense. Ça me paraît pas mal. Ouais, au niveau des armes, bon, après on verra, mais j'essaie d'équilibrer à peu près en fonction. Euh, ouais. Les armes qui font les plus gros dégâts, forcément, demandent des stats minimum pour être maniées. logique, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et après, comme je te Tu vas disais, pas mettre une crevette avec, avec une hallebarde. c'est ce que je disais après, c'est que aussi ça reste quand même ouvert à, tu vois, à créer des types d'armes qui sont pas forcément dans le manuel. Et c'est, enfin voilà, t'as juste à décider quels sont les caras qui sont liés. Donc là, c'est vraiment, bah, s'il faut peut être plutôt agile ou plutôt fort pour manier ça. Et, euh, et voilà. Non, non, mais ça- Voilà, voilà. Et du coup, bah, pour l'instant, la map, j'ai fait ça. Donc il y a plusieurs points d'intérêt, tout ça, tout ça. Mais volontairement, pour l'instant, ça reste encore assez neutre pour que je puisse vraiment, tu vois, ajouter du lore là-dedans et tout ça. non, non, bah, puis en plus, ce qui est bien, c'est que comme c'est une île, rien ne t'empêche plus tard, après, de Ouais. faire, Ah oui, pour une clairement, ouais. éventuelle extension, tu vois, Mm, mm. faire à la World of Warcraft. Oh, Ouais, on c'est m'a ça. dit,
on n'avait pas vu, ça fait 3000 ans qu'on arpente les mers là, mais en fait, il y a une île à peine plus loin là-bas. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, non. Ouais, bah ouais, Eh écoute, ben, pour l'instant, c'était. c'est une première version. À voir. Après, je pense faudrait avoir le feeling en jeu, tu vois, de ce que ça donne. Donc, à la rigueur, ouais, voir soit se faire un petit one-shot, un truc. Faudrait tester ça. Ça peut être une idée. À l'occasion, on prépare tous, tu vois, un perso, et Ouais. puis De un toute façon, dans jour tous où. les cas, moi, je vais créer des pré-tirés parce que sur le Ouais. Patreon, je vais après, je commencerai à remplir une fois que bon, pour l'instant, c'est encore trop en version brouillon. Enfin, voilà, c'est pas encore suffisamment abouti, mais à terme, il y aura du pré-tiré comme j'ai fait pour Ayan, il y aura tout ça. Ah non, Donc, non, on pourra c'est pas partir mal. là-dessus. C'est pas mal, mais ouais, tu vois, ça peut être un jour ou deux qui sont pas là, Ouais, où ouais, carrément. ça permet de faire des pauses aussi bien pour toi que pour nous, que Mm. pour aussi les viewers qui voient une chose différente aussi. Non, c'est pas mal. Puis Ouais, ça permet carrément. de présenter aussi ton boulot, quoi. Donc, non, moi j'aime Ouais, bien. voilà, J'aime voilà, beaucoup. c'est un projet un peu fil rouge que j'ai depuis un moment. Et puis, tu vois, quand j'ai des idées, je rajoute et tout ça. Et c'était aussi, enfin voilà, c'est à voir après ce que ça donne vraiment en jeu. Bon, forcément, moi je trouve que enfin voilà, j'ai essayé d'avoir des idées. Tu vois, je voulais pas non plus révolutionner tout et mettre que des trucs complètement exotiques, mais j'ai essayé de prendre le meilleur d'un peu tout, des idées à droite à gauche, et puis d'équilibrer de la façon dont moi je voyais les choses. Donc à Ah voir non, est-ce non, que mais c'est... Parce que tu vois, c'est pareil, je sais pas, sur la longueur d'un combat, à la répétition des jets, est-ce que tu vois, est-ce que ça peut pas être trop long si t'as vraiment pas de chance au dé? Enfin, je sais pas, à voir. Je pense qu'il faut tester pour voir. ça, Mais, ça va voir. Mais après le fait que, euh, sans spoiler le dernier épisode d'Ayan, mais on va dire que le combat a duré est dur, mais justement, ça force aussi les joueurs à essayer de trouver des solutions ouais, ouais, pour carrément. pouvoir justement. C'est Donc, le but, c'est le certes, but. ça peut paraître long, mais ça permet aussi, oui, de trouver les ressources derrière et de dire, oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'achever? Voilà. Ouais. Et bah, après, du coup, le but aussi du système que j'ai mis en place, c'est que s'il y a un gros écart de puissance entre les deux créatures qui combattent, soit enfin, un perso contre ennemi, des choses comme ça, bah forcément, tu vois, la variance est un peu moins que sur un lancer de D20 parce que, tu vois, typiquement, t'as beau être ultra fort, si tu fais 3 D20 d'affilée pourris, bah pendant 3 tours, tu vas peut-être pas toucher une créature qui est beaucoup moins forte que toi, tu vois. Que là, Ouais. quand tu lances déjà 6 ou 7 D6 et que tu fais 0 fois 5 ou 6, ça commence vraiment à faire peu, quoi. Tu vois. Contre une Non, mais créature qui va peut-être avoir qu'un déjà. seul dé à lancer, donc typiquement qui il ne pourra faire que un succès au max, tu vois. Ce qui permet de dire que tu as beaucoup. Enfin, je pense que la variance est moins importante, mais c'est pas non plus du automatique, je suis plus fort, je touche, tu vois. Je voulais pas non plus tomber Non, non. là-dedans. Je voulais voilà, un truc un peu intermédiaire où tu as quand même un peu encore de RNG et on peut bien se fendre la gueule si un mec lance 8 dés et fait 7 fois 2 et une fois 3 tu vois. Non, 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 mais je pense il y a moyen d'avoir Faut voir à l'usage. des bons trucs. Non, non. Faut voir à l'usage et après, bon, après le reste, bah, il y a 10. Ça fait quand même pas mal de combinaisons au final, je me dis 10 ethnies et 10 éclosions, Ouais. plus l- tout le gameplay que tu peux mettre en place avec les armes. Enfin voilà, je voulais aussi que ce soit, tu vois, que tout soit jouable, que tu puisses vraiment axer ton perso sur tout ce que tu veux et que tout ait une profondeur de gameplay intéressante. Donc voilà. Après, à Ouais, non, non, voir, mais. pareil, toujours pareil, l'équilibrage. Est-ce que à tel niveau, ce sera pas plus fort de lancer des sorts que de se battre à l'arme, l'un ou, enfin, tu vois. Ça, pour l'instant, je sais pas. L'équilibrage, ça se trouve, ce sera turbo craqué d'avoir dès le début un perso qui lance pas de sort et qui a un gros roucard qui fait que taper au cac. Ça se trouve, ce sera beaucoup trop fort et je sais pas, tu vois. Niveau équilibrage, À j'en sais voir. rien. Après, À voir. Bon, après après, même si les sorts ont quand ça même se sent. tous des. Il y en a qui font des dégâts. euh, Et du coup, la plupart des sorts, du coup, c'est donc un peu comme à Donjons et Dragons, suivant le type de sort que c'est, soit l'ennemi a un jet de sauvegarde à faire, soit toi tu fais une attaque magique et voir si tu touches contre son esquive ou pas. Mhm.
Et ensuite, les dégâts, pour des sorts de niveau 1, la plupart du temps, les dégâts, c'est 1d6. Donc les dégâts magiques sont un peu plus. C'est pas des dégâts flat comme les dégâts des armes. Je voulais qu'il y ait un peu plus d'aléatoire pour la magie. Ouais. Pour que quand on sort, tu le lances, il n'y ait pas toujours la même puissance, quoi. Que quand tu tapes avec une épée, bah, plus tu as bien touché l'autre, plus tu vas faire mal, mais ton arme fait des dégâts identiques à chaque fois qu'elle touche, plus en fonction de la différence de ce que tu as fait, mais voilà. C'est un peu plus. Un peu moins random. À voir ce que ça donne en termes d'équilibrage, ça. Entre la théorie et la Non, non, pratique, mais ça peut ça, être ouais, rigolo. après, de toute façon, t'es jamais à l'abri de surprise, hein. Bah, puis c'est le but hein, de Des tester. De toute fois... façon, je pense qu'il n'y a aucun truc qui est ultra bien équilibré dès le départ, hein, ça c'est sûr. Non, 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 non. Et puis bon, moi, j'ai envie de te dire, hein, même en plein milieu, voire fin de campagne, t'es pas à l'abri d'un hydre zombie ou alors d'une wyvern qui, Qui se fait ultra défoncer en un tour. voilà, Oui, et puis voilà, bah après, qui voit pas le jour. ça reste des jets de dés. Il y a X, même si le système est différent, il y a encore une part de chance quand même. Bah, oui, bah, de toute façon, à partir du moment où t'es au dé, c'est tout à l'aléatoire, donc tu peux C'est ça. pas. Ouais, voilà, je voulais une variance un peu moins importante, qui est quand même un reflet de la différence de niveau entre les combattants, enfin en tout cas ceux qui défendent et ceux qui attaquent. Mais garder quand même ce petit truc de putain, j'ai vraiment pas de chance au dé ou ouais, j'ai trop de chance. Là, peut-être qu'avec ce système-là, Bastien arrivera peut-être. Non, Peut-être, je taquine. peut-être. Mhm. Je taquine parce qu'il a été remarquable. Ah ouais, Ah ouais. Ah non, non, non. Là, il était très bon. Mhm. le barde de combat, quoi. Le bard shot caller. Cool. Et ben, est-ce que déjà t'as des petites idées là qui te viennent en tête à Oui, première vue? oui. Ouais, j'aime beaucoup. Attends, faut que je retrouve le nom. J'aime bien les hématos. Je vois Ouais. bien un petit hémato Magilame ou Noctule, tu vois. Mhm. Ah ouais, carrément, ouais, ça Mm. va bien ensemble, c'est sympa. Mais Perso un peu dans ouais, l'ombre. non, ça, ou alors, tu vois, bon, moi après, quand je fais mes persos, j'ai mes petites idées. Après, je suis ouvert aussi pour laisser quand il y a d'autres groupes, tu vois, pas prendre Oui. Non, mais là, tu vois, c'était la bah là, classe et tout, mais vu qu'aujourd'hui ouais, tu découvrais en avant-première et tout, voilà, si t'as une petite idée. Comme ça, après, mais tu y ouais, réfléchis un peu, au pire, on en parle un peu en off. Et puis, comme ça, à la rigueur, à la fin de la vidéo, tu vois, je présente. Je fais une petite illustration et me présente ta fiche de perso, tu vois, ça peut être rigolo. Et voilà, c'est la fin de cette petite session un petit peu particulière sur la chaîne. Nous espérons que ça vous aura plu. Euh, On vous laissera à la fin, avant la fin de la vidéo, avec la présentation rapide du personnage que Flo a créé, pour vous donner un petit peu une idée bah, de l'aboutissement de ce que ça donnerait dans ce jeu d'un personnage, avec sa fiche de perso, son apparence, voilà, une petite présentation comme ça en fin de vidéo. Ce qui me reste à vous dire, c'est bah, un grand merci hein, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça sort un peu de ce qu'on fait habituellement. On est un peu, là, on est vraiment pour les geeks, hein, les gens qui aiment bien les différents types de jeux et créer des personnages. Voilà, c'est un travail qui avance, hein, qui n'est pas fini, comme vous avez pu le voir. Et justement, c'est aussi un petit peu le but, c'est de vous présenter des choses. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire hein, si vous avez des idées, des choses que vous trouvez déjà, d'ores et déjà pas forcément équilibrées ou des petites idées de modification, d'amélioration. N'hésitez pas, je suis très très ouvert à ça, au contraire. Je pense que bah, plus on a de retours, plus on peut tester aussi les choses en vrai, plus on améliore, hein. Le but, c'est que ce soit le plus sympa et le plus cool à jouer et le plus abouti possible. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais voilà, c'est quelque chose que je mets dans le fil rouge de mon côté et ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus ou tout simplement juste à nous donner du soutien, à nous encourager en vous abonnant à la chaîne, ça ne coûte rien. N'hésitez pas à un petit clic, ça nous soutient énormément. Et puis bah, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour la suite de la campagne d'Ayan. On avait laissé nos personnages avec une petite situation un petit peu difficile sur le pont d'un navire.
Vous verrez ça la semaine prochaine. Et puis bah, voilà, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Patreon, hein, le lien est en description de la vidéo. C'est un outil intéressant, en tout cas totalement gratuit voilà, pour prendre des nouvelles idées, pouvoir jouer dans le monde d'Ian si vous voulez. Enfin voilà, n'hésitez pas à y aller. Il y a des ressources gratuites offertes à tous, donc voilà, prenez. Je trouve que c'est ça aussi la passion du jeu de rôle et notre communauté, c'est aussi de partager. Voilà, moi j'ai bénéficié de partage, hein, de gens qui m'ont partagé des choses. Donc à mon tour aussi d'en faire bénéficier. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, après si vous en avez les moyens et l'envie de nous soutenir en prenant un abonnement au Patreon pour avoir un peu de contenu en plus exclusif et bah voilà, soutenir notre travail. Ça, ce serait vraiment extrêmement généreux de votre part. Mais voilà, que je vous le dis, le Patreon, le but, c'est pas ça vraiment. Enfin voilà, c'est pas du tout l'optique de base, hein, d'ouvrir un Patreon pour faire de l'argent. C'est pas du tout le but. C'est vraiment partager et puis permettre à, voilà, à tout le monde de pouvoir jeter un œil sur ce qu'on fait et jeter un œil bah, sur. Donc, il y a une collection Ayan qui est déjà en ligne, sur lesquelles vous pouvez déjà télécharger notamment le manuel du joueur. Il y a une fiche de perso prétirée, enfin, il y a quelques petites choses déjà. Il y a des petites choses en plus pour les gens qui prennent un abonnement payant, mais je l'ai dit, voilà, c'est vraiment si vous en avez les moyens et pour nous soutenir. Et donc il y aura du coup, quand le travail sera un petit peu plus abouti, quelque chose sur Éclosion, donc ce jeu de rôle, une autre collection, c'est appelé collection sur Patreon, donc en gros c'est comme une playlist si vous préférez. Et pareil, il y aura beaucoup de contenu gratuit, notamment le manuel du joueur quand il sera abouti. Vous avez vu qu'il me reste encore des choses à écrire, des coquilles à corriger, des choses comme ça. Il sera dessus en accès gratuit évidemment, et il y aura des petites choses en plus pour les abonnés payants, forcément, des petites choses exclusives, des petits persos prétirés, des choses comme ça. La map sera elle aussi en accès gratuit. La map d'Ayan d'ailleurs est en accès gratuit sur le Patreon dès maintenant, allez-y. Parce que vous n'avez pas encore votre poster de la map d'Ayan chez vous. Et bien c'est le moment d'aller la télécharger directement sur le Patreon. Voilà, bah, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée avec cette fin de vidéo qui aura été un petit peu longue. Je vous laisse donc avec la petite présentation du perso de Flo. Nous vous présentons donc Malachi, le personnage créé du coup, que l'on a créé niveau 1. Malachi est un Efrit Magilame, donc son éclosion est Magilame tel que vous pouvez le voir sur la fiche de personnage qui est à gauche. Vous avez son illustration sur la droite. Originaire de Bax, hein, cette citadelle surplombant le gouffre des flammes de l'enfer. On a rempli sa fiche, donc niveau 1, avec ses statistiques de base en tant qu'Efrit. 3 talents qui ont été augmentés, un en fonction de son historique, sachant que Malachi est un Efrit des bas-fonds qui a appris un peu à se débrouiller tout seul, à contrôler sa magie et à voler. C'est pour ça qu'il a plus 1 en voleur. Il a plus 1 en esquive et plus 1 en magie, donc 1 par son historique pour le voleur et 1 point en esquive et 1 point en magie. Par le choix que l'on peut faire au niveau 1, une vitesse de 9 mètres, 8 points de vie sur 8 et 3 points d'éclosion pour utiliser ces 3 sorts, sachant que le sort passif est en plus. Équipé d'un sabre qui est donc l'arme ethnique, qui est donc par définition une arme de prédilection pour les Efrites. Il possède un point d'esquive par tour, avec du coup un bonus de plus 1 vu qu'il porte une armure légère, et donc son esquive de 2, 2 plus 1 égale 3 d'esquive, lorsqu'il dépense son point d'esquive pour éviter une attaque. Et il a un point de parade qui lui est octroyé par le maniement de son sabre. Voilà un petit peu pour le personnage qui a été créé. C'est assez rapide, assez simple hein, de créer un personnage sur le jeu Éclosion. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la campagne Les Mystères d'Ayan. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!